Mais ça va être chaud en 15 minutes. Alors, donc, je m'appelle Benoît Averti, je bosse chez Zenica à Rennes. Merci d'être venu me voir pendant l'heure du repas. Je sais que c'est des fois un petit peu difficile de choisir entre la nourriture et les talks. Alors, pourquoi parler d'Unicode Déjà, moi, j'aime bien parler de tout ce qui est un peu l'informatique, enfin les fondements, on va dire, revenir aux bases, oublier un peu toutes les couches d'abstraction que nous amène la mode. Et voilà, pour la petite histoire, je travaillais sur un terminal fait en JavaScript qui s'appelle Hyperterm. Pour ceux qui connaissent, j'ai travaillé un petit peu là-dessus pour les aider à afficher des emojis, puisque aujourd'hui c'est la mode de mettre des emojis partout. Et dans ce contexte-là, j'ai dû m'intéresser un petit peu à différents problèmes, pourquoi les emojis prenaient trop de place, pourquoi ils s'affichaient mal parfois, etc. Et donc, un jour, il m'a pris l'idée folle d'aller lire la spec Unicode. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 2000 pages, au moins. Donc, j'ai pas été au bout, clairement, mais j'ai quand même appris pas mal de choses, donc je vais essayer de vous partager certaines choses aujourd'hui. Donc, Unicode, qu'est-ce que c'est Donc, c'est un standard qui traite du texte. Et donc là, quand je parle de texte au sens humain du terme, donc sans parler d'informatique. Donc, voilà, le langage écrit. Et Unicode, c'est un standard qui va permettre de prendre ce texte et de le représenter, de le stocker avec les ordinateurs, de le manipuler dans nos programmes, etc. Donc, ça parle de l'encodage du texte, comment le stocker, comment le traduire en nombre, en gros, et le stocker dans un ordinateur, comment le représenter à l'écran. Il y a aussi tout un tas de règles qui sont définies dans le standard Unicode, et puis comment le manipuler à travers différents algorithmes. Donc, en général, on pense à la partie encoding avec UTF-8, etc., et on ne pense pas forcément au reste, mais ça existe aussi. Donc Unicode, ça parle de quoi Ça parle de caractères ou de graphènes. Donc là, encore une fois, je parle de caractères au sens logique du terme, des caractères abstraits. Donc les lettres, les chiffres, les caractères un peu plus spéciaux avec des accents, des cédilles, des autres joyeusetés du langage français. Les caractères un peu plus spéciaux que nous on connaît bien quand on programme, on les manipule beaucoup. Et c'est aussi des choses un petit peu plus bizarres comme les... Donc là, je crois que c'est une lettre... hindou, un langage qui n'existe plus en tout cas. Et donc Unicode, c'est important de se rappeler que ça parle de tout ça. Il n'y a pas que le langage latin, il n'y a pas que notre alphabet, il y a le cyrillique, bref, un peu tous les alphabets que vous pouvez trouver dans le monde, y compris ceux qui n'existent plus. Donc il faut s'en rappeler avec Unicode. Et puis bien sûr les emojis, hein. Je sais que vous êtes tous venus pour ça, donc ça fait partie aussi d'Unicode, tout ça ce sont des caractères. Les caractères, dans le standard Unicode, on va les encoder ou les représenter sous forme de code point. Donc en gros, un code point, c'est quoi? C'est un nombre qui va donc de 0 en hexadécimal jusqu'à 10 FFFF. Donc ça fait un paquet de places pour mettre tout un tas de caractères. Et pour que ce soit un petit peu plus clair, ils ont aussi tous un nom. Donc voilà les quelques exemples qu'on a vus avant avec leur code point et leur nom qui peut être parfois un peu compliqué. Donc tous ces code points, ils sont évidemment référencés quelque part pour pouvoir les manipuler et avoir leurs propriétés dans ce qu'on appelle la base de données des caractères Unicode. Donc il y a 128 237 caractères, donc c'est beaucoup moins que le nombre de code points. Il y en a plein qui ne sont pas assignés, qui sont réservés soit pour des usages internes à votre programme par exemple, ou pour le futur. Il y a 26 fichiers qui représentent 109 propriétés pour chacun de ces code points. Donc le nom en est une, on a aussi le bloc qui va regrouper les caractères en différentes tranches, on va dire, dans tous ces code points. Et puis la catégorie qui va nous dire un peu est-ce que c'est une lettre, un chiffre, un accent, un emoji, etc., etc. Donc là, on commence déjà à retrouver quelques pièges. Il faut faire attention à l'ambiguïté entre un caractère au sens... un élément de langage écrit, et puis un caractère au sens informatique, donc le type de données ou la plus petite unité de texte qu'on va représenter. Il n'y a pas de bijection entre les deux, en fait. On peut avoir un code point qui représente un caractère, par exemple ici le A accent grave, et en fait, on peut aussi représenter ce même caractère abstrait avec une autre séquence de code point, deux séparés. Donc la lettre A majuscule, et puis le combining grave accent, donc l'accent grave qui va pouvoir se combiner avec... le code point précédent. Et là déjà, on voit qu'il peut y avoir des pièges. Quand vous comparez ou que vous voulez rechercher quelque chose dans du texte Unicode, vous allez avoir besoin de passer par une étape de normalisation, puisque sinon, deux textes qui, pour vous, sont identiques,
en fait, peuvent être complètement différents du point de vue de l'ordinateur à Unicode. Et donc ça a créé pas mal d'attaques, des failles de sécurité qu'on a eues chez Apple, par exemple, je crois, où quelqu'un a réussi en fait à avoir un nom de domaine qui était identique à apple.com et avec un certificat SSL valide, etc. Et en fait, c'était juste pas le même nom de domaine, mais nous, pour l'humain, ça représentait exactement la même chose. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les encodages beaucoup plus pauvres, on va dire, en caractères, mais Unicode en a tellement et a tellement une telle complexité que ça permet des petites choses comme ça. Et deuxième chose, c'est que si je veux me poser la question de la longueur de la chaîne de caractères, là, à la Clairefontaine, il y a 20 caractères au sens graphène, au sens caractère abstrait. Par contre, on ne peut pas savoir combien il y a de code point. Le A accent grave, ça pourrait être un code point ou deux. Et lié à ça, j'ai un petit quiz Java, là. Si je prends cette chaîne de caractères en Java et que j'appelle la méthode length dessus, est-ce que ça me retourne le nombre de caractères ou le nombre de code points? Est-ce que quelqu'un sait? En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Donc je vais vous épargner la chercher. Ça retourne le nombre de code units. Et ça nous fait la transition vers quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. C'est la sérialisation de tout ça. Puisque effectivement, je vous ai parlé de code point, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'Unicode, c'est fait pour stocker du texte. Donc, à un moment, il va falloir transformer tout ça en suite d'octets. Et donc, la méthode la plus naturelle, qu'on appelle UTF-32, c'est de prendre le code point et puis de le mettre sous forme d'un nombre dans la mémoire. Donc pour ça, il faut 4 octets pour le plus gros code point. Alors en fait, il n'en faut que 3, mais bon, on n'a pas de type de données de 3 octets en informatique en général, donc on utilise le 4e. Bon, il y en a un qui est un peu inutile. Par contre, on peut se poser la question, quand j'encode un code point un peu faible, là j'ai 3 octets complètement inutiles, et donc ça prend beaucoup d'espace. Si vous stockez votre texte là-dessus, vos fichiers vont être vraiment très gros. Donc on a quelque chose qui est un petit peu mieux en termes d'efficacité espace, c'est UTF-16, où cette fois on va encoder les octets seulement sur les code points sur 2 octets. Donc là j'ai qu'un seul octet inutile par exemple. Et puis pour les gros code points qui ne rentrent pas sur 2 octets, là on a une petite règle de mapping qui va nous permettre de faire 2 fois 2 octets et d'encoder ça de la même manière. Ces code points qu'on appelle les high surrogate et low surrogate, ils ne sont pas assignés à un autre caractère, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Si dans une chaîne d'octets je tombe là-dessus, je sais que c'est une partie d'une paire. Ça ne peut pas être un caractère tout seul, donc je ne peux jamais me tromper. Et puis évidemment, il y a UTF-8, que vous connaissez sans doute le mieux parce que vous le manipulez au quotidien. Là, cette fois-ci, on va prendre des code units d'un seul octet, donc vraiment que ce qui est nécessaire pour les petits code points. Et en plus, c'est compatible avec ASCII, un autre encodage qui est bien connu dans nos contrées. Donc là, les code points qui vont rentrer sur un octet, en fait, vont être les mêmes que dans l'encodage ASCII. Et puis par contre, pour encoder les choses qui sont un peu plus grosses, là, on a des règles qui vont permettre de passer d'un code point de F840 à 4 octets, F0 à F à 1,80. Donc on voit que ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de mapping comme ça visuel qu'on peut trouver. Et en fait, la règle, je vous l'ai mise ici. Donc voilà, UTF-8, vous l'utilisez tous les jours, mais en fait, c'est un petit peu plus complexe. Je ne vais pas détailler tout ça, mais en gros, en regardant en binaire les code points, eh bien, on regarde les bons bits et on peut trouver des code units qui correspondent. Et ce qui est intéressant de regarder, en fait, c'est que quand vous avez un octet qui commence par 0, vous savez tout de suite que c'est un caractère tout seul qui est dans la première tranche de code point. Et quand ça commence par 1, par contre, vous savez tout de suite que ça fait partie d'une séquence. Donc encore une fois, comme dans UTF-16, si on tombe sur un octet en UTF-8, on peut tout de suite savoir si c'est un caractère, et donc l'afficher, le traiter, etc. Ou s'il va falloir regarder un petit peu autour pour trouver la séquence entière qui va nous permettre d'avoir le code point. Et donc, petit cas pratique, ça va sans doute vous parler. Si je prends le E accent grave, là, donc le code point c'est 00E8. Quand je l'encode, on voit qu'on est là-dedans, dans la tranche. Donc ça s'encode sous forme de 2 octets en UTF-8, C3 puis A8. Et en fait, si je crois que mon fichier c'est de l'ASCII, et que je regarde ça C3 A8, C3 c'est le caractère A majuscule avec un tilde, et puis A8 c'est le caractère 2 points. Donc c'est pour ça qu'en fait, des fois vous avez vos caractères bizarres qui s'affichent. Bien souvent, c'est parce que vous avez un fichier UTF-8 et vous croyez que c'est de l'ASCII. Ou inversement, si en ASCII j'avais cette séquence, ce qui est un peu moins probable, il me l'afficherait sous forme d'un E accent grave. Bien. En général, il tombe plutôt sur un caractère inconnu ou inaffichable ou des choses comme ça.
Et puis aussi, on aurait tendance à se dire, mais pourquoi pas utiliser tout le temps UTF-8 ? En fait, c'est pas forcément plus efficace en termes d'espace que l'UTF-16. Si je prends par exemple l'emoji panneau de warning, là, warning sign, en UTF-16, c'est 2 octets, ça rentre, donc c'est 26 à 0, c'est le code point lui-même. Et par contre, en UTF-8, j'ai besoin de 3 octets. Donc ça n'arrive jamais quand vous écrivez du texte avec des lettres et des accents, des choses comme ça, parce que vous êtes toujours sur des petits code points. Mais quand on parle d'alphabet disparu, ou d'alphabet cyrillique, ou arabe, ou hindou, etc., on est dans les gros code points. Eux, ils vont avoir beaucoup plus d'intérêt à utiliser de l'UTF-16 ou de l'UTF-32, puisque l'UTF-8 ne va pas vraiment leur faire gagner de la place, voire même va leur faire perdre de la place, et puis en plus avec la complexité qui arrive avec. Voilà, donc au final, j'ai tellement cru que j'étais en retard que j'ai terminé en avance. Donc merci de m'avoir écouté. Et puis du coup, ça va nous laisser un petit peu de temps pour des questions. Il reste 4 minutes s'il y a des questions, et sinon, n'oubliez pas de vous mettre en sortant. Oui. Ouais, je peux la répéter si c'est plus pratique. Donc, merci, je suis arrivé un petit peu en retard, donc déjà première question, désolé. Est-ce que les slides seront disponibles ? Ouais, je vais partager ça sur Twitter après, ils sont sur slide.com. Merci. Et tout à l'heure, tu parlais par exemple, des caractères de langage disparu qui sont plutôt des gros code points. Ouais. Est-ce qu'il y a, en fait, dans la norme Unicode, des groupes de caractères, par exemple, est-ce que je peux savoir qu'un caractère, c'est un emoji, par exemple ? Est-ce qu'il y a un groupe emoji, un groupe... Oui, il y a plein de sites sur Internet qui référencent les caractères. Donc après, selon les sites, vous allez pouvoir rechercher les caractères en particulier plus ou moins facilement, soit par leur nom, soit en le tapant directement. Et après, ils vont vous afficher toutes les propriétés Unicode de ce caractère, dont le bloc. Et donc là, ça va être par exemple, au début, il y a latin 1 pour nos caractères, puis après, il y a les caractères arabes, etc. Mais donc ça veut dire que dans le caractère, il n'y a pas l'appartenance au bloc. On est obligé d'aller dans une database le bloc est une propriété du caractère. Donc après, il faut avoir la base de données Unicode pour avoir l'info. Ok, merci. Question, quand ils ont créé Unicode, je pense que les emojis, ça n'existait pas encore. Du coup, est-ce que ça évolue au fil du temps, ce qu'il y a dans Unicode ? Et si oui, qui décide et comment ça se passe ? Donc, il y a le Unicode Consortium, je crois. C'est sur unicode.org que vous avez tous les points d'entrée là-dessus. Et effectivement, il y a des versions qui changent. Là, on en est à la 9, et je crois qu'il y a la 10 qui va pas tarder ou qui est sortie déjà. Et effectivement, à chaque fois, ils rajoutent des caractères, notamment en ce moment, c'est beaucoup des emojis effectivement qui se rajoutent. Et puis, il y a aussi des fois des nouvelles propriétés, des propriétés qui disparaissent, etc. Petite question du coup. Donc si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment de limite en fait. On pourra avoir des milliards et des milliards de caractères en fait. Avec UTF-8, on peut. Jusqu'à 10 FFFF hexadécimal que j'ai mis. Ce qui nous laisse quand même pas mal de marge, quoi. Ok. Et après, il y a aussi toute une zone qui est réservée pour l'UTF-16, les surrogates, etc. Mais il y a encore beaucoup de marge en termes d'espace. Et juste, est-ce que vous connaissez un petit peu, est-ce que j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des notions de ligature, donc ils utilisent aussi les ligatures pour, genre si je mets un gars plus une fille, ça fait un emoji gars plus fille. Je ne sais pas si ça fait partie d'Unicode ou c'est encore un truc au-dessus. Alors là, je ne suis pas certain. Je vais quand même avancer une tentative de réponse. Je pense que Unicode spécifie pas mal de choses comme ça. Après, il y a certaines ligatures qui existent, qu'ils ont mis carrément dans un code point pour simplifier, notamment celles qui sont très utilisées. C'est pour ça que tous les caractères accentués y sont, par exemple. Et après, c'est aussi la responsabilité de la police de caractères d'implémenter ou non la ligature. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, la police Firacode, qui va prendre un peu les caractères, enfin les symboles qu'on utilise en programmation et les mettre plus joliment sous forme d'un seul caractère. Donc après, la police d'écriture doit aussi gérer cette ligature et l'afficher. Et d'ailleurs, sur mon caractère, sur ce slide-là, j'ai dû un peu tricher, puisqu'en fait, la police que j'avais affichait mal le A accent. Voilà, donc j'ai dû changer, si vous regardez bien, la police du A accent grave, c'est pas la même que dans tout le reste des slides. Parce que j'ai dû mettre une police qui gérait bien ce cas-là. Donc voilà, c'est le standard et la police aussi.
Le caractère le plus bizarre ou le plus loufoque que tu as trouvé? Moi, j'avais entendu parler d'un truc où ça retournait la chaîne, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, alors ça, c'est des caractères de contrôle. En fait, il n'y a pas que des caractères qui servent à représenter des caractères abstraits, des graphènes. Il y en a aussi qui servent à faire du contrôle, donc qui ne sont pas affichables, en fait, mais qui vont avoir un effet sur le reste de la chaîne. Et en fait, il y en a un, effectivement, qui permet d'inverser le sens de lecture pour la suite de la chaîne, donc de dire passe de droite à gauche. Donc c'est très utile dans certains langages. Mais effectivement, ça peut permettre de faire des blagues assez sympas. Et sinon, après, le caractère affichable le plus bizarre, on va dire, c'est il y a un caractère arabe donc c'est un caractère, mais en fait, il prend une largeur de 4 ou 5 caractères facilement. Donc, je l'ai enlevé de la présentation parce qu'en fait, on m'a fait remarquer à juste titre que c'était pas forcément intelligent de mettre un caractère arabe que je comprends pas dans une présentation. Donc, j'ai mis à la place un truc d'une langue qui n'existe plus. Voilà. Mais vous pouvez le chercher facilement, vous cherchez largest Unicode character et vous allez le trouver. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Merci. Voilà. Bah après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me trouver si vous me croisez ou autour du stand Zenica, sans doute, je serai par là-bas. Merci.